Bonjour à tous, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence des professionnels de la beauté et du bien-être. Je suis ravie de vous proposer une série de podcasts dédiés à des success stories d'esthéticiennes. À chaque épisode, j'échange avec une esthéticienne qui explique comment elle a réussi, ce qu'elle a mis en place pour que son activité cartonne et sa vision de l'esthétique. C'est l'occasion pour vous de vous nourrir et de vous inspirer du témoignage de chacune. Et pour les plus assidus d'entre vous, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes car les bonnes idées et les conseils avisés, c'est ici que vous les trouverez. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Labeille. Véronique a commencé sa carrière en tant que professeure des écoles, puis son chemin de vie l'a menée vers le métier de psychosocio-esthéticienne. Elle nous explique son parcours et les spécificités du métier de l'esthétique auprès de personnes atteintes d'une maladie ou défavorisées. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi au départ vous vous êtes orientée vers une carrière, le milieu de l'esthétique, de la socio-esthétique pour vous plus précisément ? Avant de faire ce métier de psychosocio-esthéticienne, j'étais pas du tout dans le métier de l'esthétique. J'étais professeure des écoles. Et c'est en fait mon chemin de vie qui m'a amenée à faire ce métier. Puisque pour me présenter, j'ai l'habitude de dire que je suis née dans le handicap. C'est-à-dire que je suis issue de 2 parents en situation de handicap. À l'époque où celui-ci était encore très tabou et ne devait pas être, n'était pas montrable dans une société où tout devait être assez normé. Donc à cette époque-là, le mot inclusion n'existait pas encore, par exemple, vous voyez. D'accord, ouais. Donc depuis toute jeune, j'ai pris conscience que je devais m'orienter vers un métier humain qui favorisait l'accompagnement à se regarder autrement. C'est pour ça que dans un premier temps, je voulais vraiment être ergothérapeute ou psychomotricienne ou institutrice spécialisée. D'accord. Voilà. Mais alors, donc du coup, vous êtes quand même dirigé vers l'enseignement dans un premier temps. Et alors, c'est au bout de combien d'années finalement que vous avez songé à changer ? Enfin, oui, complètement. Alors, oui, tout à fait. J'ai été enseignante pendant une 20aine d'années. Et après une longue maturation, comme on dit, à l'apogée de la quarantaine, on entre dans une phase nécessaire qui s'appelle la crise du milieu de vie. Ça permet de se réorienter ses priorités, de définir une période de doute et de remise en question, encore une fois nécessaire. C'est un bilan de vie qui bouscule, si on peut le comparer à l'adolescence. Et ce bilan de milieu de vie m'a poussée à changer de vie professionnelle avec fracas. Donc du coup, cette crise existentielle m'a permis de débuter un nouveau chapitre de ma vie. Ouais. J'ai entamé vraiment une longue gestation, pendant 9 mois. Voilà, ça a été une longue gestation, un petit peu comme un parcours initiatique vers ce que j'avais en moi, c'est-à-dire des facultés naturelles pour voir au-delà de la différence, au-delà du handicap. Et du coup, un jour, j'ai vu un reportage à la télévision sur la socio-esthétique. Et là, ça a été un véritable choc. Et comme disent les Québécois, je suis tombée en amour. Ça a été un choc. Voilà. Et je me suis dit, mais avec finalement tout ce que j'ai dans les mains, ce métier est fait pour moi. Ah oui, donc le coup de cœur, pour ce métier, que vous avez découvert à travers ce reportage. Exactement. Et alors, donc du coup, vous avez entamé une formation pour vous reconvertir. Exactement. Donc j'ai suivi une formation à l'époque en 15 mois, donc une formation assez longue, qui me faisait bénéficier du double cursus, c'est-à-dire le cursus CAP esthétique en même temps que la formation en psychosocio-esthétique avec un mémoire à la clé, beaucoup de lectures, une rédaction de bilan de stage, une rédaction de suivi de cas cliniques, etc. Il y avait beaucoup d'écrits à cette époque. Voilà. Et alors, c'était en quelle année ? Alors, j'ai débuté ma formation en 2012. D'accord. Et alors, justement, par rapport à un CAP esthétique traditionnel, quels sont les autres enseignements dont on bénéficie dans le cadre de la formation que vous avez suivie ? Alors, au sein de la formation que j'ai suivie, on a des formations
spécifique en cours de psychologie adaptée, de psychologie générale, adaptée aux différents publics. La gériatrie, l'oncologie, l'adolescence, les publics en grande précarité, pour savoir comment aborder ces personnes, puisque faut faire attention aux paroles que l'on dit, il faut faire attention à notre propre langage non verbal, et ça s'apprend. Donc, c'est la majeure partie des cours. Ouais. Et puis aussi des cours de massage adapté, puisqu'on a des ergonomies différentes. On a des pathologies différentes avec lesquelles il faut jouer, faire attention. Et puis surtout, il y a le recentrage sur soi-même en tant que futur aidant, futur soignant, sur sa propre posture professionnelle à adopter. Alors, c'est-à-dire, en fait, il faut cette formation, moi, elle m'a permis d'être au clair avec mes propres failles. Il a fallu que je les identifie de façon à les sublimer, les transcender, pour que je sois en mesure d'accompagner de la façon la plus juste possible des personnes en très, très grande souffrance. Il a fallu que je me dise, est-ce que, Véronique, tu vas être capable de voir un moignon, de le toucher, de voir une personne amputée sans être atteinte. Sinon, on ne peut pas aider la personne et ça serait contre-productif. Ouais, donc c'est vraiment cette formation très spécifique qui m'a permis d'identifier ces valeurs que j'ai en moi et de les positionner dans une future posture professionnelle. Je comprends. Oui, on vous apprend pas simplement des techniques, c'est aussi une remise en question un petit peu personnelle. Enfin, il y a un travail sur soi finalement qui est à réaliser aussi. Tout à fait. C'est une véritable introspection. Et c'est finalement cette crise de la quarantaine aussi qui a été l'amorce de cette introspection en me disant mais j'ai ça en moi, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il y a des qualités à avoir pour devenir psychosocio-esthéticienne? Est-ce qu'il y a des profils de personnes avec qui c'est peut-être pas compatible? Alors, pour avoir été formatrice moi-même il y a quelques années dans une école pour futures socio-esthéticiennes, je leur disais, c'est pas celles qui ont 15 ans d'esthétique derrière elles qui vont être les mieux formées pour aborder ce métier. C'est pas forcément les aides-soignantes qui se remettent elles aussi en question pour aborder ce métier. Souvent, celles qui réussissent, c'est celles qui ont fait complètement autre chose. C'est très curieux, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient dans le milieu hospitalier, elles sont formatées à une gestuelle, par exemple à la toilette. Elles sont formatées aussi à un contact avec le patient. Et celles qui sont issues du milieu de l'esthétique, elles aussi, elles sont formatées parce qu'elles ont appris par cœur des protocoles de massage, par exemple, avec certaines marques de produits dans leur cabinet de ville. Et donc, du coup, pour se défaire de leur propre posture professionnelle, il faut vraiment avoir fait cette introspection en soi. Oui, oui. Je comprends. Donc, celles qui réussissent, j'ai envie de dire, c'est celles qui sont vierges d'esthétique et à la fois de milieu hospitalier. Et c'est vraiment celles qui ont fait cette recherche en soi pour se dire, voilà, je vais aborder un nouveau pan de ma vie avec ce que j'ai en moi. Après votre longue formation, où est-ce que vous avez travaillé? Dans quel type de structure pour commencer? Alors moi, j'ai travaillé rapidement dans le milieu hospitalier, c'est ce que je voulais à la base, et plus particulièrement en oncologie, à la fois en hospitalisation et à la fois en chimiothérapie. Et alors, pourquoi c'était ça qui vous attirait particulièrement? Alors parce que, en fait,
nous, contrairement à une esthéticienne de ville qui travaille seule finalement dans sa petite cabine, nous, notre plus-value, c'est que nous travaillons au sein d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des médecins, bien évidemment, avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec des kinés, avec des sophrologues, parfois avec des art thérapeutes, et que l'échange pluridisciplinaire nous conforte, nous réassure aussi dans notre propre pratique. Le fait d'échanger avec d'autres personnes permet de voir le patient d'une autre façon et de le rediriger. Par exemple, voyez, madame, avec ce que vous venez de me dire, ça serait bien que peut-être vous envisagiez de travailler avec notre psychologue du service, ou au contraire, si par exemple un patient refuse de voir le kiné, il faut se poser la question de sa fatigabilité, ou alors qu'il adhère avec les soins en psychosocio-esthétique. Donc c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'on n'est pas seul. Oui, le travail, comme vous dites, avec d'autres personnes qui font un autre métier, mais au final, tout ce que vous faites ensemble, c'est complémentaire. C'est tout à fait ça, c'est très complémentaire et ça permet de voir le patient d'une façon holistique, d'une façon globale. Et qu'est-ce qui va être bon pour lui? Donc vous avez travaillé dans le milieu hospitalier. Est-ce que c'était à la hauteur, si je puis dire, de vos attentes? Est-ce que vous avez été peut-être déçue, surprise? J'ai été confortée dans ce désir de travailler en milieu hospitalier. Parce que finalement, avec mes 2 parents, j'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital en tant qu'aidante et j'ai pu voir les manques à cette époque-là, quand mes parents étaient hospitalisés, les manques par rapport au prendre soin de soi, prendre soin de la dignité de la personne, au travers de soins de mieux-être et non pas de soins esthétiques. Et donc du coup, j'ai été confortée vraiment dans les bienfaits des soins psychosocio-esthétiques en milieu hospitalier. On me le dit depuis le début que j'ai commencé, on me le dit encore aujourd'hui. Véronique, ton travail, il est essentiel. Donc voilà, mais il y a encore beaucoup à faire. Et les personnes dont vous vous occupez, vous dites que c'est un complément qui leur est bénéfique par rapport au reste des soins dont elles bénéficient pour leur traitement finalement? Alors les patients, moi j'ai eu l'habitude, depuis que j'ai commencé à faire ce métier, de leur demander, si elles le souhaitent, de m'écrire un petit message dans un livre d'or, et moi j'appelle ça mes diamants. Voilà, c'est juste pour moi, c'est entre les personnes et moi. J'appelle ça mes petits diamants, c'est vraiment des mots qui sortent du cœur. Et par exemple, le dernier en date, parce que je travaille aussi à la Ligue, il y a une patiente qui m'a dit, avec Véronique, on se sent belle. Voilà, mais ça sort tellement du cœur. Effectivement, elle me dit, c'est essentiel de vous avoir près de nous, avec nous, parce que on en a tellement besoin. Et c'est gratifiant aussi certainement de voir que votre métier, ce que vous faites, apporte aux personnes. Vous qui souhaitiez justement avoir cette valeur ajoutée, on va dire, auprès des personnes et être là pour elles. C'est très gratifiant, ça me conforte dans mon idée de poursuivre ce métier, même si c'est pas tous les jours facile en milieu hospitalier parce qu'on a des contraintes, mais ça me conforte, oui, dans le désir de poursuivre ce métier et de le valoriser. Depuis vos débuts, vous travaillez toujours dans le milieu hospitalier ? Alors, ma principale activité, effectivement, c'est dans le milieu hospitalier, mais je travaille aussi dans le secteur du médico-social. Par exemple, à la Ligue. J'ai travaillé aussi... À la Ligue contre le cancer. Oui, c'est ça, la Ligue contre le cancer, pardon. J'ai travaillé aussi pendant de nombreuses années auprès de personnes en situation de handicap, notamment des personnes déficientes visuelles. D'accord. Je travaille actuellement dans des ACT, ce sont des appartements de coordination thérapeutique où des personnes atteintes de maladies chroniques, longues et graves, qui viennent de pays étrangers, n'ont pas la possibilité de se faire loger en France pour se faire soigner. Par exemple, des personnes en dialyse, des personnes atteintes de drépanocytose, c'est une maladie qui atteint les globules rouges. Donc, ce sont des maladies très longues.
des personnes en attente de greffe, par exemple, depuis 10 ans. Ouais. Voilà, c'est très long. Votre approche, justement, est-elle différente en fonction de ces différents publics? Comment est-ce que vous faites pour switcher, on va dire, entre chaque personne? Alors effectivement, dans le cas par exemple de personnes en oncologie qui peuvent avoir des troubles cognitifs parce que elles ont des tumeurs cérébrales, le fait d'adapter son langage, parfois je me présente, je dis je suis la masseuse. C'est beaucoup plus compréhensible par des personnes. Donc je dois adapter mon langage dans ce milieu-là, par exemple. À d'autres fois, je dis je suis la socio-esthéticienne. Je viens vraiment parce que je sais que au vu de vos médicaments, vous avez des troubles induits par la chimiothérapie, par la radiothérapie. Je suis là pour les contrer. Donc, par exemple, proposition de conseils de produits, de massage au niveau des mains et des pieds, parce que je sais que c'est là où vous avez mal. Donc, je m'adapte à chaque fois. Et puis, des personnes migrantes, par exemple, dans un autre domaine, là où il faut vraiment élaborer la confiance à l'autre, ça se consolide vraiment avec le temps. Donc, il faut plus de temps pour que la personne ait confiance en nous, alors qu'en oncologie, la confiance elle est plus rapide à se mettre en place. Un public migrant, il est plus réticent. Et c'est une fois qu'il a compris qu'on était dans le non-jugement, dans le soutien gratuit, la confiance elle s'installe au fur et à mesure. Donc effectivement, il faut switcher d'un public à un autre, mais c'est nos formations aussi, puis notre savoir-être qui nous permet de le faire plus facilement. Une esthéticienne traditionnelle doit suivre des formations pour être à la page, proposer de nouvelles techniques à ses clientes. En socio-esthétique, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il est également important de suivre des formations, peut-être plutôt sur l'aspect psychologique? Alors, c'est effectivement essentiel de se mettre à la page au niveau du médical, par exemple, dans des formations hospitalières pour appréhender les nouveaux traitements chimiothérapiques, puisque, par exemple, il y a une nouvelle, des nouveaux traitements qui sortent tous les ans. C'est très rapide en France. Voilà, se mettre à la page aussi de tous les nouveaux outils. Par exemple, il y a un nouvel outil qui s'appelle un casque spécifique pour la radiothérapie pour des personnes qui ont des tumeurs cérébrales. Enfin voilà, il faut vraiment se mettre à la page dans le domaine du médical, mais aussi dans le domaine de la psychologie. Moi, par exemple, j'ai suivi des formations en psychologie pour des publics atypiques. Il faut suivre des formations aussi dans des massages adaptés qui vont nous permettre, nous, de les transposer avec nos publics. Et comment est-ce que justement, au quotidien, vous alliez les aspects techniques de l'esthétique et les dimensions psychologiques du métier? Pour allier ces deux aspects, encore une fois, c'est notre formation en psychologie générale adaptée qui nous permet de le faire, puisque l'approche, elle est d'abord axée avant tout sur une approche d'accompagnement. Il faut bien comprendre qu'on a une démarche d'intervention auprès des patients ou des bénéficiaires qui s'appuie d'abord sur un soin relationnel, basé sur une écoute active, de façon à créer cette alliance thérapeutique. Et il faut bien comprendre que ce soin relationnel, c'est l'objectif à atteindre, via un alibi. Moi, j'aime bien appeler ça alibi, l'alibi du soin technique, que ce soit un massage des mains, un massage des pieds, un massage du dos, un soin du visage, un conseil sur la colorimétrie, un coaching sur une morphologie qui peut avoir changé. Et ce soin technique n'est rien si le soin relationnel n'existe pas. Si cette dimension d'écoute essentielle n'est pas présente, on n'a que du soin technique. Et là, on est esthéticienne. On n'est plus socio-esthéticienne. Et quelles sont les principales difficultés ou défis que vous rencontrez au quotidien? S'il y en a, certainement. Alors, moi, mes grands défis, en fait, c'est le temps. Ah, d'accord. C'est mon grand défi, c'est le temps et c'est la frustration qu'il me faut gérer par rapport aux patients éligibles
et aux patients que je ne peux pas voir. Parce qu'il y en a toujours qui passent à l'as. Même si j'ai la grande chance d'être presque à temps complet dans la structure où j'exerce. Dans les structures où j'exerçais avant, j'étais pas à temps complet, mais ça a toujours été ça, le temps. Le temps pour les patients et le temps aussi pour mes collègues. Je disais tout à l'heure qu'on travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. C'est le temps qui m'est accordé pour échanger de façon plus informelle auprès des infirmières, auprès des médecins, auprès des aides-soignantes. Et toi alors, comment tu le trouves, monsieur Untel, aujourd'hui? Est-ce que tu le trouves avec des idées noires? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce que il a encore maigri? Enfin, c'est tous ces discussions informelles qui nous sont essentielles pour nous. Et voilà, c'est le temps qui me manque. Vous évoquiez encore une fois le fait de travailler en équipe. Comment est-ce que votre travail est complémentaire avec ces autres personnes? Parce que finalement, une infirmière, par exemple, est capable de soulager une douleur à un dos. Alors, effectivement, on a des patients qui sont douloureux tout le temps. Aujourd'hui, malheureusement, en 2025, même avec les progrès de la médecine, on n'a pas toujours trouvé à soulager. Donc, j'interviens la plupart du temps en complément d'antidouleurs. Donc, l'infirmière qui me guide, ou les médecins qui me prescrivent les patients, me disent celui-ci il a la pompe à morphine H24, ou cette personne-là elle se fait des bolus elle-même. Cette personne-là, on n'arrive pas à la soulager parce qu'elle a des douleurs de positionnement, où elle est tout le temps en décubitus dorsal, par exemple, et du coup il y a des escarres qui peuvent survenir. Donc j'interviens pour réactiver la circulation sanguine et pour réconforter, et on sait que le massage peut diminuer la douleur. Il y a des études faites à ce sujet depuis de nombreuses années. On sait que les massages peuvent soulager des douleurs, mais on sait aussi que le psychisme intervient majoritairement dans cette diminution de la douleur via une contenance, via une autre prise en charge non médicamenteuse. Et c'est essentiel à ce sujet-là. Finalement, on se dit que qu'une socio-esthéticienne devrait presque intervenir tout le temps dans le cas de personnes qui ont des maladies graves, longues et qui souffrent physiquement et psychologiquement. Complètement, c'est ce quoi je milite, pour que les socio-esthéticiennes interviennent de façon plus récurrente en milieu hospitalier, parce que nous sommes indispensables, et malheureusement depuis la loi du plan cancer de 2003, ça remonte à plus de 20 ans, on n'est toujours pas en milieu hospitalier à temps complet. Et c'est une chose qui devrait être. Comme en HAD, par exemple, l'HAD c'est l'hospitalisation à domicile, on devrait être intégré de façon gratuite auprès des patients en HAD, au même titre que l'aide-soignante qui vient faire la toilette, au même titre que l'infirmière qui vient donner les médicaments. Tout à fait, je comprends. Et alors aujourd'hui, donc vous disiez que vous êtes employé par une structure et ensuite vous allez travailler dans diverses autres structures, donc milieu hospitalier, association. Comment ça se passe pour trouver du travail quand on est socio-esthéticienne? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un secteur qui est accessible? Alors c'est facile si on enfonce les portes, si on défonce les fenêtres. Il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités. Il faut se présenter de façon... connaître son métier, c'est-à-dire que le terme déjà socio-esthéticienne, du fait du terme esthétique, prête souvent à confusion, malheureusement encore aujourd'hui. Il est vu sous le prisme de la futilité, même si à mon sens la futilité est une porte d'entrée pour parler de soi. Il faut vraiment être en mesure de se présenter en tant que soutien soignant. Moi, je me définis comme soignante, même si mes soins sont non médicamenteux, mais ô combien thérapeutiques. Donc, il faut déjà avoir ce langage un peu hospitalier pour être prise au sérieux. Comment ce métier, justement, a influencé votre vision de l'esthétique et du bien-être ?
j'ai une parole, j'ai l'habitude de dire less is more. Et trouver sa voie, être aligné avec ce qu'on croit, c'est trouver sa propre beauté. Voilà, c'est mon petit mantra. Et quel a été le moment le plus marquant ou gratifiant de votre carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, oui, qui reste dans votre esprit? Il y a peut-être un monsieur assez jeune, une cinquantaine d'années, que j'ai accompagné vraiment jusqu'à son dernier souffle. Et je me suis dit, c'est bien, ma Véro, t'as bien fait ton boulot. Tu l'as chouchouté, accompagné jusque 10 minutes avant son décès. Je sors de la chambre, le médecin rentre et je suis restée un peu sur le pas de la porte et il est décédé. Et après, je suis allée voir la famille et je leur ai dit, vous savez, monsieur Untel n'est jamais resté seul. Je suis restée 1 heure avec lui. Après, le médecin est venu. Et ça, pour la famille, ça a été juste énorme de savoir qu'il n'est pas décédé tout seul. Donc oui, peut-être que cet événement-là a été marqué non pas d'une chose qu'on pourrait qualifier de pathos, mais pour moi, ça a été un beau moment parce que je me suis dit, t'as bien fait ton travail, tu l'as accompagné jusqu'au bout. Alors justement, psychologiquement, comment est-ce que vous faites? Parce que ce n'est pas forcément toujours facile. Comment on fait pour être armé face à des moments difficiles? Alors, pour être armé, je pense qu'il n'y a pas de secret et il n'y a pas de choses toutes faites. Je pense que j'ai une grâce. Je ne sais pas si c'est le bon mot. J'ai fait une introspection et je me suis dit, t'es capable de faire, maintenant il faut réorganiser tout ça. Et quand j'ai une situation très difficile, parce qu'on a aussi des très jeunes qui se dégradent, il faut être en mesure de se dire, tu vas l'accompagner jusqu'au bout en étant le plus professionnel possible, en lui apportant ta joie de vivre, ton dynamisme, ta sérénité. Et après, je pense qu'il faut aussi avoir une vie soi, calme, posée, être bien dans sa tête, être bien dans ses baskets pour apporter au maximum le don de soi. Mais si on a soi-même des problématiques de logement, des problématiques avec son conjoint, ça complique les choses. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de la socio-esthétique? Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, vous aimeriez que les socio-esthéticiennes interviennent bien plus, notamment en milieu hospitalier. Mis à part ça, comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Moi, pour ma part, il faudrait vraiment que les socio-esthéticiennes soient salariées des structures, davantage prises en compte pour les sécuriser elles-mêmes, parce que la majorité des socio-esthéticiennes de France et de Navarre travaillent en auto-entrepreneuriat. Les socio-esthéticiennes sont très fragiles elles-mêmes dans leur position de salariés et d'auto-entrepreneurs. Donc il faudrait vraiment l'intégrer à temps complet dans les structures, qu'elles soient médico-sociales ou hospitalières, pour parfaire cette co-construction de soins pluridisciplinaires. Voilà. Et qu'elle ne soit pas vue comme quelque chose uniquement d'esthétique. Je prends un exemple qui m'est arrivé il y a encore pas très très longtemps. Un aide-soignant en formation, donc stagiaire, qui me voyait sortir de la chambre auprès d'une personne âgée et qui lui dit, ça y est, vous vous êtes fait toute belle. Voilà, cette parole-là, moi je devrais plus l'entendre. Donc j'aimerais que les socio-esthéticiennes interviennent aussi dans les cours, dans des écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes, à la fac de médecine, pour expliquer vraiment ce qu'est notre métier, parce qu'il est encore trop méconnu. Quand on est en situation et qu'on nous voit travailler, on dit « Ah oui, c'est ça votre métier ». Mais il y a encore beaucoup de préjugés dans ces écoles-là, dans des écoles de kiné aussi, parce que longtemps on ne devait pas appeler massage. Maintenant le terme a changé. Donc en fait on doit vraiment travailler en interface d'autres métiers et expliquer ce qu'est notre métier. Donc pour moi c'est ça. Intégrer la socio-esthétique à temps complet.
Au même titre que les kinés. Les kinés, ils sont quasiment à temps complet dans les hôpitaux. Et puis que les remboursements aussi de la sécurité sociale et des mutuelles, ça commence à rentrer en ligne de compte. Il y a certaines mutuelles qui remboursent les soins individuels, puisque nous intervenons aussi en soins individuels au domicile. Voilà, donc ça devrait être pris en compte par la sécurité sociale, parce que par exemple, une personne hémiplégique qui a un cancer, on lui dit madame, il faut vous mettre le vernis au silicium. D'accord, mais comment je fais, moi toute seule avec une main? C'est un exemple. Donc le remboursement et puis peut-être aussi une co-construction aussi avec des cabinets de ville pour que nous, une fois que nos patients ont terminé leur parcours médical et leur parcours de soins, on puisse les envoyer dans des cabinets de ville où on sait que là, ils seront bien reçus par des esthéticiennes qui ont suivi une petite formation. Parce que nos patients disent, voilà, maintenant on a fini avec la socio-esthétique en hôpital. Je vais chez qui, moi, pour qu'on continue de me chouchouter et qu'on prenne en compte ma stomie ou mon passé de soins hospitaliers. Et est-ce qu'il y a des projets ou des idées que vous souhaitez développer pour faire justement évoluer votre pratique ou même donc le métier comme vous l'évoquez? Il y a quand même pas mal de chantiers à mettre en route. Oui, au niveau des lois, là par exemple, il y a une loi qui vient enfin d'être votée sur le remboursement de la prothèse mammaire, mais c'est uniquement dédié aux femmes qui ont un cancer du sein. Quid des autres cancers qui vont impacter le corps? Il y a d'autres cancers qui vont provoquer une alopécie. Bien sûr. Qui vont provoquer des effets délétères sur la peau. Donc par exemple des produits dermocosmétiques que les personnes doivent acheter en pharmacie, ils ne sont pas remboursés et pourtant ils sont très bons pour la peau. Donc ça c'est un autre chantier à mettre en place. Et ce que je disais tout à l'heure, peut-être alors revenir aussi à des formations en présentiel et des formations plus longues. Parce que malheureusement, les formations telles que moi je les ai eues en présentiel, des formations longues avec des mémoires à rédiger au même titre qu'un mémoire infirmier, un mémoire kiné, ça fait réfléchir, ça nous oblige à lire. C'est indispensable pour se construire sa propre réflexion, ses propres pensées. Et maintenant, les formations en 5 mois, avec 5 jours en présentiel, c'est pas suffisant. Donc, revenons à des formations longues et en présentiel, entre autres. Et enfin, Véronique, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le métier de socio-esthéticienne? Je suggère avant tout avant de se lancer, d'être très au clair avec ses propres failles. On a tous des failles narcissiques qui viennent de la petite enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Il faut vraiment être en mesure de les recenser. Donc ça, c'est pas à 20 ans qu'on est en mesure de le faire. Je pense qu'il faut avoir déjà acquis une certaine maturité dans sa propre vie pour être au maximum en mesure de donner sans être affecté par ce qu'on va voir, par les douleurs. Quand un patient vous prend la main et vous dit « je souffre tout le temps, j'ai envie que ça se finisse », ça serait contre-productif et néfaste de pleurer avec la personne. Donc il faut être vraiment très au clair avec ses propres failles et puis avoir bien cerné toutes ces différences entre l'esthétique et la socio-esthétique telles que je les ai évoquées précédemment pour être vraiment dans une posture professionnelle de socio-esthétique. Donc être au clair aussi avec un métier qui est encore parfois vu sous le prisme de la futilité malheureusement et que de l'esthétique. Merci beaucoup Véronique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute avec les autres épisodes de cette série spéciale Success Story d'esthéticienne. À bientôt!